Le visage de l'emploi. Une multitude de visages, de langues, d'accents, d'habits et de valises au poids variable. Un essaim de cœurs qui battent, chacun au rythme de ses rêves. Un haut-parleur alterne les langues les plus importantes, sinon les plus impérialistes de la planète. La voix s'infiltre dans les cerveaux qui la comprennent et contournent les autres. On entend le bruit des chaussures qui déposent la misère ou la fortune de leurs porteurs sur le carrelage. Roissy, Charles de Gaulle se réveille drapé de son manteau d'hiver et ouvre déjà les bras comme une putain qui reçoit un riche client. Derrière son sourire se cache une foule de destins, mais le décor d'une porte d'entrée ne présage pas de la qualité d'un domicile. Je suis donc entré dans la France que Paris ne dévoile pas. Strasbourg, une ville virile qui porte sa cathédrale comme une érection destinée au ciel. Là, j'ai hiberné de janvier à mai, ne sortant que lorsque je ne pouvais faire autrement. Dehors, tout était uniforme. L'égalité n'avait jamais aussi bien porté son nom. Personne n'échappait à l'emballage. Manteaux, gants, écharpes et bottes créent l'espace d'un hiver, une race artificielle, celle des émitouflés. Les gens n'étaient plus que de boules de laine et couleurs industrielles. Les races étaient masquées. Un jour que sur le chemin de la fac, une vieille dame marchait devant moi, je lui trouvais une telle ressemblance avec ma grand-mère que je m'abstins de la dépasser de peur de voir son visage et de rompre le charme. Elle trottinait lentement, gracieusement, moi derrière elle. Je souris intérieurement à l'idée de raconter à ma grand-mère que j'avais vu une toubab qui lui ressemblait ou de dire à cette Alsacienne qu'elle ressemblait à ma grand-mère noire comme l'ébène. L'été arriva après s'être fait désirer durant de longs mois. Sans une once de pudeur, il dévoila ses formes. Il s'exprimait avec arrogance dans les beaux corps et feignait la gêne dans les plus ingrats. Chacun se vit affublé de sa carte d'identité organique. On ne traîna plus de manteau, d'écharpe, de gants et de bottes, mais la totalité de ses origines, sa peau. Certains portèrent la leur comme un trophée, d'autres comme une croix. Paré de la mienne, je traversai la ville en songeant aux arguments qui pourraient séduire la personne avec laquelle j'avais pris rendez-vous. Il était 11h et j'allais à un entretien d'embauche pour du babysitting. Dans la rue, je marchais vite, mais j'avais l'impression que les gens me regardaient plus que d'habitude. Soudain, j'eus envie d'être invisible. Je me demandais pourquoi ces regards insistants qui semblaient tout à la fois me bousculer et m'interroger. Mais où donc se cacher, me disais-je en hâtant le pas. La couverture commune et discrète qu'offrait l'hiver avait fondu avec les derniers grêlons sous le regard impétueux du soleil. Les silhouettes, les maisons, toutes choses désormais avaient son propre visage. Le visage, c'est un aéroport, une entrée, et son décor ne dévoile jamais assez le labyrinthe qu'il cache. Le visage, respectable de gènes et de culture, une carte d'immatriculation raciale et ethnique. Voilà donc pourquoi on me regardait tant. L'Afrique tout entière, avec ses attributs, vrais ou imaginaires, s'était engouffrée en moi, et mon visage n'était plus le mien, mais son hublot sur l'Europe. Aussi, quand j'arrivais à mon rendez-vous, je me contenais de donner mon prénom. Dire que j'étais africaine aurait été un pléonasme. De toute façon, mon employeur potentiel avait déjà son idée sur la question. Confortablement installée, elle me regarda venir après que sa gamine m'eut ouvert la porte. « Tu as trouvé la maison ?» me dit-elle. « Bonjour madame, dis-je en lui serrant la main. Sans me laisser le temps de donner une réponse à sa question qui n'en méritait pas, elle enchaîna. « Ah, je ne m'étais pas trompée. À ton petit accent au téléphone, j'ai compris que tu étais africaine. Mais c'est mignon. » Je commençais à me méfier. Ces bonnes femmes-là, quand elles disent c'est mignon, avec ce ton nasillard, il faut comprendre, c'est affreux. Devant mon silence, elle m'allongea en balançant la tête d'un air niais. « Toi, y en a bien comprendre, madame ?»« Oui, madame. »« Oui, madame, répliquai-je en me retenant de sourire. » Comme pour s'assurer de la véracité de mes propos, elle me demanda depuis combien de temps j'étais en France avec des gestes qui n'avaient rien du langage des signes. Pour situer le ridicule de ses manières, j'hésiterais entre le mauvais clown et la danseuse maladroite. Puis, me désignant une valise, elle se planta devant moi, ses 10 doigts boudinés écartés, les yeux allumés comme pour éclairer mon esprit et questionna. « Toi, en France, combien de temps ?»
Pour corroborer l'image idiote qu'elle se faisait de moi, je me contentais d'indiquer le mois. Janvier, madame. Elle se tourna légèrement vers sa fille pour donner l'impression de ne pas parler de moi et dit avec une moue de dédain. Avec ça, on est bien avancé, ma fille. Puis, la porte tendrée s'ouvrit. Une asperge ployée à droite vers son attaché-caisse. Bonjour, mes chéris. Madame et sa fille se précipitèrent pour embrasser le squelette animé. C'était donc monsieur le père de famille. C'était donc monsieur le père de famille qui rentrait du bureau. Je me trouvais dans un rayon de son regard circulaire. Madame proclama. Monsieur Dupont, mon mari. Bonjour monsieur, dis-je en me levant, mais je n'eus pas le temps d'attraper sa main. Il dévalait déjà l'escalier vers l'étage supérieur. J'entendis sa femme lui annoncer après l'avoir rejoint. Chérie, c'est une fille venue pour la garde des enfants. Au-dessus de ma tête, le parquet gémissait sous la lourde démarche de madame, qui n'avait sûrement jamais entendu parler de Slim Fast ou de Twister. Je pensais, chez moi, où les hommes préfèrent les dodus, elle vaudrait certainement son pesant d'or. Et comme le tama qui adoucit le grondement du djembé, les pas de l'époux rythmaient finement ceux de la ronde dame, puis la voix de Castra Glapi. Et alors ? Elle ne semble pas savoir depuis quand elle est en France, mais elle a l'air de comprendre l'essentiel de ce que je dis, répondit madame Dupont. La voix de monsieur prit un peu de vigueur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Mon regard qui errait dans la cuisine américaine s'arrêta net sur une paire de grosses mouches qui faisaient des choses coquines sur les assiettes empilées dans l'évier. Quoiqu'il fût midi passé, les Dupont n'avaient pas l'air de se préparer à déjeuner. Marie était sans doute à leur service. Dans quelques instants, madame ouvrirait le congélateur, un carton serait promptement déchiré, d'où surgirait une barquette en aluminium, le micro-ondes offrirait ses rayons et les Dupont seraient nourris. Mais cela ne me regardait pas. Je repensais donc à la question de monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'était donc ça. C'est pour cela qu'on me regardait comme ça. Je n'étais pas moi avec mon prénom, ni madame, ni mademoiselle, mais ça. J'étais donc ça et même pas l'autre. J'étais donc ça et même pas l'autre. Peut-être qu'en me désignant comme ça, monsieur éprouvait à mon égard le sentiment que m'inspiraient ces mouches qui s'accouplaient dans sa vaisselle. Après un bref silence, madame revint à la charge. « Alors, dit-elle à son époux, tu pourrais engager une autre fille. »« Mais laquelle, enfin, hurla-t-elle, ça fait 2 semaines que j'ai passé l'annonce, et tu le sais, en attendant, c'est moi qui m'emmerde avec les gosses. » Car les Dupont en étaient à leur 2e rejeton. Le dernier avait 1 an. Ce jour-là, madame l'avait déposé à la crèche. « T'aurais dû embaucher la fille de la semaine dernière, dit monsieur. » Madame tonna. « Mais c'est tout ce que tu dis? As-tu bien remarqué la gueule qu'elle avait? On aurait dit qu'elle sortait d'un camp de concentration. Elle ne souriait pas, elle avait l'air d'en vouloir à la terre entière. Je ne confierai pas mes enfants à une pareille horreur. » Ces paroles me faisaient sourire. Je comprenais pourquoi la fille en question s'était présentée à madame avec un masque mortuaire et un sourire absent. Il faut dire que les gens qui cherchent des babysitters s'y prennent parfois comme s'ils recrutaient pour la NASA. En fait, pour torcher le cul de leur charmante tête blonde, il faut avoir toutes les qualités inimaginables, un sac de diplôme et être suffisamment pauvre pour accepter un salaire de misère. Quelques minutes plus tard, monsieur Dupont reprit. « Tu aurais pu engager la fille d'avant-hier. » Alors là, non, martela madame. Elle a un gosse et le pire, c'est qu'elle est encore enceinte. Elle ne serait pas totalement disponible pour mes enfants. D'ailleurs, je me demande comment elle va faire avec 2 gosses dans son petit trou en HLM. Mais ça, c'est pas mon problème. Elle n'avait qu'à y penser avant de se mettre à pendre d'une façon inconsidérée au lieu de venir me conter sa misère. Je ne veux pas l'embaucher à courir le risque de la voir dévaliser les affaires de mes enfants au profit des siens. Après cette tirade, le silence de monsieur me fit comprendre qu'il était à court d'arguments. Seule sa question du début de la conversation était encore claire en lui et il ne tarda pas à y revenir. « Ne me dis pas que... Mais enfin, Géraldine, que veux-tu qu'on fasse avec ça ?»« Écoute, Jean-Charles, cria-t-elle. Demain,
Tu pars toute une semaine pour ton boulot. Et moi, dans tout ça, j'ai mon travail aussi. Et puis, ces gens-là sont des travailleurs et plus obéissants. Ça n'a rien à voir avec les chippies de chez nous. Tu te rappelles, celle de l'année dernière, elle nous a traînés au prud'homme pour nous soutirer du fric. Au moins, avec celle-là, nous serons tranquilles. Je vais l'embaucher. Ma copine Anita en a une comme ça. Et elle obéit au doigt et à l'œil. Elle fait tout dans la maison. C'était donc ça. Pour Madame Dupont, africain est synonyme d'ignorance et de soumission. Monsieur saurait maintenant que faire avec ça. Une bonne à tout faire. Je me dis que c'est sans doute pourquoi, dans ce pays, même les métiers ont des visages. Surtout les plus durs et les plus mal payés. Quand vous entendez un marteau-piqueur, inutile de vous retourner, c'est à coup sûr un noir, un turc, un arabe, en tout cas un étranger qui tient la manette. Quant au bruit des aspirateurs, il signale presque toujours la présence d'une africaine, d'une portugaise ou d'une asiatique. Et pour ce que proposait madame, j'avais la tête de l'emploi. En plus, mon embauche était une double chance pour elle. Elle faisait rimer noir avec ignare, ce qui lui permettait d'avoir une employée peu consciente de ses droits, donc facile à manipuler et à exploiter. Elle pouvait également compter sur les racines latentes de son époux pour éliminer la rivale qui pourrait devenir la nounou. Lorsque Madame Dupont descendit me rejoindre au salon où les mouches virevoltaient autour de moi, il était presque 13 heures. Elle me fit un sourire automatique et me dit « Toi, il y en a commencé demain matin, 30 heures par semaine, SMIC, chèque emploi-service. Toi, 30 minutes avance. Madame, il y en a montré le travail. » « Oui, madame, dis-je en lui serrant la main avant de partir. Le lendemain matin, je me présentai à 7h30. Après de brèves salutations, madame Dupont me montra le nécessaire. Pour l'école, sa fille m'expliquerait le chemin. Avant d'aller à son travail, madame mit des couleurs sur le cadran de la montre et sur le biberon afin que sa nounou africaine puisse suivre les indications concernant les horaires et la ration du bébé. Les jours passés, madame et moi nous croisions tôt le matin et tard le soir. Le matin, elle avait juste le temps d'ajouter quelques ordres aux consignes liées aux enfants. « Toi, il y en a repassé pour madame. » D'autres jours, c'était « Toi, il y en a aspirateur. » Ou encore « Toi, il y en a lavé carrelage, etc. » Le matin, je disais invariablement « Oui, madame. » Et quand elle arrivait le soir, « Bonsoir, au revoir, madame. » Un soir, elle me dit « Mademoiselle, ma fille pas contente, toi jouer avec elle. » En effet, la petite était un peu réticente à mon égard, malgré mes sourires et mes tentatives diplomatiques. À midi, elle s'enfermait dans sa chambre où je lui portais son déjeuner. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un gosse de bourgeois, surtout quand on lui a mis dans la tête que tous les autres peuples de la planète ne sont que des primitifs. Mais j'avais besoin de garder mon emploi. Étant donné que mon visage ne rencontrait souvent que le refus des employeurs, je me mis donc en devoir de satisfaire la petite et fis ce qu'on attendait de moi, des manières de singe pour m'attirer les bonnes grâces de mademoiselle Dupont. Une semaine plus tard, j'étais devenue sa nounou africaine que connaissaient tous ses camarades de classe. Et un jour, à table, elle me demanda « Pourquoi tu es noire ?»« C'est parce que je mange trop de chocolat. » Elle me regarda et me fit un grand sourire. Je voyais qu'elle n'était pas convaincue. Je n'ajoutais rien de plus. Et je me disais que lorsqu'elle rapporterait notre discussion à sa mère, celle-ci me tiendrait pour plus sotte encore qu'elle n'avait jugé au premier regard. L'été, tel un amant instable, partit puis revint. Repartit et comme pour bien s'assurer de l'état de tout ce qu'il avait quitté, revint à nouveau. J'étais toujours chez les Dupont, changeant des couches, saupoudrant des petites fesses roses, faisant le trajet de l'école 4 fois par jour, poussant le landau d'un bébé blond que je ne pouvais même pas faire passer pour le mien, passant l'aspirateur, repassant lavant le carrelage de toute la maison et maudissant la mère des Dupont qui s'accrochait aux parois des WC et ne sentait pas la rose. Tout ça pour un salaire de garde d'enfant. Madame était contente de moi. Un jour, elle me donna une robe devenue trop serrée pour elle. Je n'en voulais pas. Elle était moche et datait au moins des années 70. Il faut dire que madame s'habillait comme la reine d'Angleterre, coiffée
Comme une Batavia, elle était fidèle à son apparence et s'habillait comme un chou-fleur. Je me disais en la regardant, si cette femme a pu exciter son mari, c'est qu'il doit y avoir des hommes qui trouvent Mère Teresa sexy. J'acceptais la robe par politesse et m'en débarrassais lors de la collecte annuelle des vêtements. L'argent peut acheter une bonne, mais pas les goûts. L'argent peut acheter une bonne, mais pas le goût. Merci, madame. Madame Dupont jouait à l'intellectuel et avait entrepris de me civiliser. Un jour que le couple patronal était rentré plus tôt que d'habitude, la petite fille me demanda de lui mettre une cassette vidéo dans le magnétoscope. Elle voulait voir cette satanée Cendrillon qui est à l'origine de quelques générations de femmes complexées quant à la taille de leurs pieds. Je me gardais bien de toucher au matériel. Le jour où j'avais cassé un vase en faisant le ménage, madame m'avait déduit 500 francs pour de la terre cuite. Alors, malgré la demande insistante de mademoiselle, je refusais de toucher au magnétoscope. Madame me dit « Toi, savoir allumer vidéo ?»« Non, madame, répondis-je. » Elle me considéra mi-maternelle, mi-méprisante. « Toi, tête pour réfléchir ?» Puis, se tournant triomphalement vers son mari, avant de me jauger, à nouveau, elle proféra « Cogitum sum, je suis pensée, comme dirait Descartes. » Évidemment, madame instaurait ainsi une connivence avec son époux et m'excluait de la discussion à venir. Mais cette fois, c'en était trop. L'outrage était grand et l'héritage de Descartes menacé. Je ne pouvais pas empêcher qu'elle fît la savante à mes dépens, mais j'exigeais qu'elle le fît correctement. Alors, je rétorquai à madame « Non, madame, Descartes dit « cogito ergo sum », c'est-à-dire « je pense, donc je suis », comme on peut le lire dans son discours de la méthode. Madame laissa tomber sa cassette vidéo. Monsieur suspendit le geste qui menait un biscuit vers sa bouche. C'était la première fois que je formulais une phrase complète devant eux. Monsieur reprit de la contenance et me dit « Tu te prends pour qui pour reprendre comme ça Géraldine? Tu sais, on n'est pas comme toi. Ma femme a passé son bac avant de travailler. Quant à moi, que tu vois là, je suis un universitaire. J'ai bac plus 2. » Je ne piquais mot, mais mon sourire calme faisait dans la chair de monsieur Dupont l'effet d'un bistouri. Madame se fit humble pour me dire « Tu es en terminale peut-être ?»« Non, madame, lui dis-je, j'ai ma licence de lettres depuis 2 mois. Chère madame, les enfants de monsieur Banania sont aujourd'hui lettrés. » Puis, au fond de moi, j'ajoutais « Et ça vous lime le caquet ?» Monsieur Dupont emprunta les escaliers vers l'étage supérieur comme lors de ma première venue. Je parie qu'il se demandait encore, mais cette fois pour d'autres raisons. « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ?» Madame monta le rejoindre. La pauvre petite attendait toujours Cendrillon devant le magnétoscope. Un jour, elle comprendrait, comme sa mère, que le prince charmant n'existe pas et que le petit pied de Cendrillon ne foule pas tout sur son passage. Je dis au revoir à la petite qui boudait et jetai un ample bonsoir à monsieur et madame du bas de l'escalier avant de fermer la porte derrière moi. Après un week-end paisible, je me présentai le lundi à 8h chez les Dupont. J'avais décidé d'éliminer la demi-heure d'avance qui n'était pas payée depuis plus de 2 ans. « Bonjour, madame, saluai-je. »« Bonjour, me dit-elle. Je vous attendais. La petite doit aller à l'école. Si je l'amène, je serai en retard à mon travail. Voulez-vous maintenir la demi-heure d'avance? Je vous la paierai. »« D'accord, répondis-je. Je ne rêvais pas. La grande dame avait retrouvé sa politesse. Elle qui m'avait tutoyé dès la première minute de notre rencontre se souciait maintenant des convenances. La semaine fut froide, puis le temps passa, et avec lui la gêne et la rancune. Quelques mois après, je donnais de temps en temps et gratuitement des cours de français à madame Dupont qui préparait un concours. Elle ne me parlait plus en petit nègre, nous nous tutoyions et nous appelions par nos prénoms. Même Jean-Charles s'y était mis. Parfois, nous mangions ensemble. Il semble apprécier les spécialités sénégalaises. Et quand ils parlent des Noirs, ils ne disent plus ces gens-là, mais plutôt les Africains. Seulement, il y a un problème. Depuis que Jean-Charles sait que j'ai lu Descartes, il devine aussi que les fesses cambrées et chocolatées peuvent être confortables.